Souveraineté industrielle, mythe ou réalité pour la France de demain? Vaste sujet. Pour parler pour aborder cette question, pour y répondre, est-ce qu'on y répondra? Mais en tout cas, pour essayer d'y répondre et donner des pistes surtout. On le voit depuis ce matin, ce qui est intéressant, c'est les pistes qui sont données, même si ce n'est pas toujours facile après l'action. Mais en tout cas, on va réfléchir ensemble. Et pour réfléchir, d'abord, Romain Schweitzer de Square Management va nous faire une présentation du sujet, en fait, pas trop longue. On est toujours pris, en fait, c'est comme un coureur de marathon. Voilà, il faut qu'on vérifie à chaque... Il faut qu'on fasse attention. Donc, je vous laisse d'abord planter le décor et après, je vous présente les acteurs. Là, c'est les acteurs, il n'y a pas d'actrice, les acteurs du débat. Très bien, bonjour à tous. Alors, l'avantage de passer en dernier, c'est qu'effectivement, un certain nombre des éléments de mon propos introductif ont déjà été évoqués. Pour rentrer dans le sujet, moi j'ai décidé de partir un peu en négatif en considérant les effets de la désindustrialisation qu'a connue la France depuis, disons, 4 ou 5 décennies maintenant. Je vois 4 points qui, sans être exhaustifs, sont peut-être des points saillants. C'est une conséquence, du moins. La première, c'est la perte d'indépendance vis-à-vis de certaines productions dont on a pu expérimenter, notamment au cours de Covid, à travers l'affaire des masques, les conséquences. Or, si la souveraineté industrielle n'a rien à voir avec une forme d'autarcie, il s'agit très certainement au moins de choisir nos dépendances plutôt que de les subir. La seconde conséquence de la désindustrialisation, dirais-je, c'est la conséquence sociale. On sait que si le territoire n'a pas été touché de façon uniforme, certaines régions ont au moins souffert grandement de cette partie-là. Réindustrialiser ou envisager une forme de réindustrialisation, c'est peut-être redonner espoir à une partie des populations qui ont été touchées par ces questions-là. La troisième, c'est relativement à la question de la création de valeur sur notre territoire. On reste avec une balance commerciale déficitaire en France. S'il existe évidemment une multiplicité de canaux de création de valeur, l'industrie en est une, et ça permettrait peut-être de résoudre en partie cette question. La quatrième, enfin, qui est peut-être la plus récente, mais en même temps la plus urgente eu égard à la crise à laquelle on fait aujourd'hui face, c'est la reprise, la question écologique, évidemment. C'est-à-dire qu'en important massivement tant des produits finis que des produits semi-finis, on se rend dépendant des trajectoires carbone des pays desquels on importe ces produits, tout en nous-mêmes se fixant un certain nombre d'objectifs particulièrement ambitieux. Or, le CBAM, qui va très prochainement entrer ou le MACF, pour parler en bon français, qui va très prochainement entrer en vigueur, permettra sans doute de jeter une lumière crue sur ces questions. La bonne nouvelle, dirais-je, c'est qu'il semble émerger une forme de consensus à propos de ces questions, au moins sur la nécessité d'envisager une forme de réindustrialisation. Et si je dis une forme, c'est précisément parce que la forme elle-même souffre d'un défaut de consensus infiniment plus délicat à résoudre. Et ce, d'autant plus qu'on dispose d'un certain nombre d'expériences historiques récentes qui montrent que la tâche n'est pas forcément aisée et peut dépasser la simple volonté politique. J'ai en tête les États généraux de l'industrie de 2009, il me semble, les 34 plans du ministère du redressement productif d'Arnaud de Montebourg de 2012, ou plus récemment les 54 milliards qui ont été mis sur la table, et qui pour l'instant, force est de constater, ne sont jamais traduits par un rebond massif de l'industrie dans l'économie française. Aussi, sans doute, va-t-il falloir envisager la question à travers les obstacles auxquels la France fait face en la matière. J'en vois deux. La première, c'est que la désindustrialisation en France n'a pas forcément été synonyme uniquement de fermeture de sites industriels. Ça a été également synonyme d'une forme de perte de savoir-faire, d'une perte d'une forme de culture industrielle et, dirais-je même, d'une forme d'habitude de cohabitation avec l'industrie et les risques qu'elle peut engendrer, etc. Je pense à tous les phénomènes NIMBY, dès qu'il est question de rouvrir des mines en France, etc. Voilà pour les problèmes internes. Ces problèmes internes pourront trouver un certain nombre de solutions. Moi, je pense en particulier à une revalorisation notamment du travail manuel, qui peut-être en France plus qu'ailleurs, je pense à l'Allemagne où le travail manuel est peut-être plus valorisé, une forme de revalorisation de cette forme de travail. Je pense à renouer avec une certaine forme de temps long en matière d'investissement.
Voilà pour la catégorie des problèmes internes auxquels on doit faire face. La seconde catégorie, externe, cette fois-ci, a été largement évoquée dans les débats précédents. C'est évidemment la direction dans laquelle on semble se diriger à présent, cette forme de régionalisation de la production par grands blocs, Asie, États-Unis, etc. Et ce, d'autant que ces grands blocs semblent s'être dotés d'outils particulièrement efficaces. L'Inflation Reduction Act a été évoqué précédemment. Il y a le plan également Made in China 2025 qui est en route. Et ce, d'autant que ces grands blocs ont à peine dissimulé, ou alors très mal, leur volonté d'utiliser l'Union européenne comme débouché, au moins partiel, à leur production. Donc dans ces conditions, problème interne, problème externe, je vous pose la question et donc je lance le débat. La réindustrialisation et la souveraineté industrielle, est-ce un mythe ou une réalité pour la France de demain? Merci Romain. Merci Romain. Pour parler de ce sujet, je vous présente rapidement, ils peuvent même se présenter d'ailleurs. Alexandre Mancino, donc vous représentez le think tank, le Cercle Orion. Est-ce que c'est exagéré de dire que vous êtes un peu le porte-parole ou le porte-voix de la jeune génération, sans faire c'est ça, Orion? Oui, c'est ça. Alors le Cercle Orion est un think tank effectivement de jeunes et de moins jeunes, puisque nous sommes intergénérationnels, mais nous avons des combats signatures que nous portons dans le débat public, parmi lesquels la souveraineté, l'industrie en font partie. Mais oui, effectivement, je crois qu'on peut dire qu'on est un collectif de jeunes, mais je défends vraiment ardemment l'intergénérationnel, parce que je crois vraiment que le partage est absolument essentiel. Et vous êtes mouche du coche, hein. Vous n'hésitez pas à aller... On essaie effectivement de pointer du doigt les sujets qui comptent et avec sans langue de bois. Donc on essaie effectivement d'avoir un langage de vérité, mais d'apporter toujours des solutions concrètes et tangibles aux problèmes que nous pointons du doigt. Jonas Sadat, vous êtes avocat. Vous êtes avocat. Oui. Voilà. Oui, je le suis. Et oui, vous l'êtes. Et moi, je suis journaliste. Mince, alors. Alors, vous êtes avocat, vous êtes les plus détestés de France avec les politiques. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on ira boire un verre après. Alors, conseiller régional de Normandie. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes présent au titre de vous représentez. Vous êtes président. C'est quoi le titre? Fondation Concorde. Co-président. Oui, co-président. Co-président de la Fondation Concorde. Donc qui fait des propositions. Je suis allé voir sur votre site des propositions assez concrètes, notamment sur la souveraineté européenne dans les paiements. Alors, c'est assez technique. Je me suis plongé dedans. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ça a l'air. Voilà, au moins c'est du concret. C'est pas du blablabla comme on disait dans la rencontre précédente. Je développerai peut-être justement sur le sujet mythe et réalité, mais juste pour vous dire une chose, c'est que à la Fondation, la seule chose qu'on voit, c'est que pendant des années, on a beaucoup prêché sur la question de l'industrie. Et il y a 10-15 ans, si on fait un peu d'histoire économique, encore cette version de la réindustrialisation était perçue comme quelque chose d'assez ringard, je dois vous le dire. Parce que toutes les écoles de commerce, celles que j'ai faites, celles qu'un certain nombre d'entre vous ont pu faire, étaient sur la théorie du fabless, le fait de casser les chaînes de valeur parce que c'était formidable, etc. Et en fait, on est en train de devenir vintage. Vous voyez, il y a une forme de bascule qui est en train de s'opérer. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'en fait, les crises qui ont été traversées font que ce qui en réalité était un mythe, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une France qui soit totalement désindustrialisée, devient une réalité, c'est-à-dire qu'on a plein de crises. D'accord. Olivier Redoulès, vous êtes directeur des études de Rexcode. Comment on dit? Rexcode? Oui, tout à fait. Rexcode, qui a toute une histoire. Hein. J'ai regardé, ça remonte à... Voilà, il y a eu des rachats, des fusions. Absolument. C'était un peu pour challenger l'INSEE. Encore un mot à la mode, pour challenger l'INSEE à l'époque. Et vous êtes un peu l'héritier de tout ça. Tout à fait. Alors, Rexcode, c'est 3 métiers dans un institut d'études au service des entreprises. La conjoncture, le suivi, c'est son métier originel, c'est-à-dire prévoir et aider les entreprises à appréhender, prévoir leur environnement économique. Les études de politique économique, donc ça c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard, c'est participer au débat public, c'est quelque chose qui date des années 80, et puis un peu plus récemment, on a mis en place un pôle d'analyse des politiques de croissance et de décarbonation, c'est-à-dire comment concilier croissance et transition écologique. Alors comme pour tout à l'heure, face à vous, mais avec vous, donc nous avons un dirigeant d'entreprise, donc Philippe Bertherotière. Vous êtes directeur général de... Je vous laisse vous présenter, c'est plus sympathique finalement. Je vous laisse vous présenter.
Oui, Philippe Berthet-Rothschier, je suis PDG de GTT, qui est une entreprise, qui est un groupe qui conçoit les méthaniers, donc les navires qui transportent le GNL pour le monde entier, essentiellement construits en Corée et en Chine, qui est aussi une entreprise qui fabrique des électrolyseurs, qui est la seule qui aujourd'hui en France construit des électrolyseurs, et puis enfin qui travaille énormément dans les solutions digitales pour améliorer l'efficacité des navires. Alors, messieurs les représentants des think tanks, on va d'abord commencer par vous. Et vous choisissez votre ordre de passage. Mais mythe ou réalité, ça fait penser un peu à un devoir d'économie. On pourrait passer beaucoup de temps dessus. Et si on a bien suivi Romain, il y a déjà des formes de réalité quand même. Et c'est plus, comme vous disiez, c'est plus réservé à certains, la souveraineté, quelque chose d'as-been ou de traditionnel. C'est vraiment, surtout depuis on pourrait dire depuis le Covid. Voilà. Qui est-ce qui veut commencer? Vous avez le micro, Alexandre. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet? Oui, alors vous avez raison, on est clairement dans un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant le Covid, parler de souveraineté, c'était très vite perçu comme étant radical, et on était très vite étiqueté dans l'échiquier politique. Aujourd'hui, on voit très bien que la réalité s'impose à nous, et que par conséquent, aujourd'hui, c'est un terme très à la mode, si j'ose dire. Pas plus tard qu'enfin le dernier gouvernement avait, je crois, 3 ministères qui comportaient le nom de souveraineté dans l'appellation exacte du ministère. Donc on voit bien que c'est un sujet qui s'impose à tous, qui s'impose pour la France, qui s'impose pour l'Europe, même si parler de souveraineté européenne est un peu déplacé. Moi, je parlerais plus d'autonomie stratégique, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, depuis le Covid, depuis la guerre également, puisque le retour du tragique en Europe, le retour de la guerre, on l'a vu en Ukraine, ce qui se passe dans le monde, la recomposition de la puissance dans le monde, eh bien, nous impose de réaffirmer notre indépendance, de sécuriser nos chaînes de valeur et interroge en réalité ce qui fait la nation, ce qui fait notre indépendance, ce qui fait notre souveraineté. Et donc oui, pour répondre à votre question, je crois que on est dans un changement de paradigme, on est dans une prise de conscience, dans un réel élan de lucidité, mais tout reste encore à faire. Jonas Haddad, est-ce qu'on est à la croisée des chemins? Qu'est-ce qui peut vous rendre sur ce sujet optimiste pour qu'on sorte des débats? Il y a un camp face à un autre. Voilà, quel est votre sentiment? Vous prenez beaucoup de positions là-dessus, vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, voilà, dans votre activité, parce que vous êtes à la fois avocat, élu, think tank, qu'est-ce qui peut vous rendre optimiste? Est-ce que ça bouge vraiment? Alors, d'abord, on ne peut pas se payer le luxe du pessimisme. C'est simple. Parce que les résultats sont concrets. En quelques décennies, on est passé d'un des pays les plus industrialisés d'Europe à un pays, je ne sais pas si toute la salle connaît cette statistique, on est au même niveau d'industrialisation que la Grèce. Okay, donc on est en dessous de 10% du PIB qui est drivé par l'industrie. Alors vous avez des régions qui s'en sortent bien. La Normandie est à 20%. Auvergne-Rhône-Alpes est aux alentours de 20%, mais au global sur le pays, on est tombé à 10%. Donc, on ne peut pas se payer le luxe du pessimisme. Deuxièmement, et en quoi on ne peut pas se payer le luxe du pessimisme, c'est que en fait, les mouvements qui ont provoqué les mouvements économiques, la théorie économique, je vous parlais tout à l'heure du faiblesse, je ne connais plus personne qui aujourd'hui va vous dire faut tout délocaliser. Heureusement, cette vision est tombée à l'eau. Mais, en revanche, pendant ce temps-là, le monde ne nous a pas attendus. Donc nous avons connu la désindustrialisation. On a eu la vague de numérisation qui n'a pas été prise notamment dans la production de nos outils industriels, sauf par des gens qui ont réussi à le faire. Et enfin, troisième vague qu'on doit maintenant gérer, c'est l'émergence du travail indépendant et du rapport au travail. Donc même si on veut réindustrialiser, comment on fait pour que des gens acceptent de venir travailler dans l'industrie, puisque aujourd'hui, même les gens qui réindustrialisent vous disent « je cherche des gens ». Et ils ont du mal à recruter. C'est ça le paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire en gros, non seulement il faut qu'on, si pour reprendre un terme qui a été utilisé, on réarme économiquement sur l'industrie, mais on réarme aussi les gens qui soient prêts à revenir, rebosser dans les usines, quel que soit le niveau. Et j'en terminerai par là par rapport à ça pour vous expliquer qu'en fait, encore une fois, on ne peut pas se payer le luxe du pessimisme parce que si on regarde bien les 3 grandes crises
qui ont connu dans ce qu'on considère maintenant comme étant un septennat depuis 5 plus 2 ans. En fait, pour moi, alors c'est une analyse qui est peut-être vue du petit bout de la lorgnette, elles sont toutes liées à l'industrie. La première crise, même si on regarde ça avec ce prisme-là, les gilets jaunes, pour nous, en tout cas, au sein de la Fondation Concorde, c'est une crise qui est profondément liée à l'industrie. Je vous donne notre théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Lorsque dans chaque ville de taille moyenne, vous aviez une petite industrie, lorsqu'on était à 20% du PIB qui était industriel, eh bien, ça faisait vivre autour le restaurant, il y avait forcément le service public, et vous n'aviez pas tous les matins à faire 1 heure en bagnole aller, 1 heure en bagnole retour. Il y avait le cercle vertueux autour. Donc en réalité, vous n'aviez pas le même impact sur vous que pouvait avoir l'augmentation de l'essence. Crise 1, gilet jaune. Crise 2, Covid, on en a parlé, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la désindustrialisation nous a tapé plus fort suite au Covid. Et on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, la crise de l'agriculture, et j'en reviens à tout à l'heure, j'étais en Normandie, ce n'était pas non plus que la crise de la production agricole. La crise majeure, c'est la crise de la transformation agricole. Aujourd'hui, la plupart de nos produits, même si nous produisons pas mal d'un point de vue agricole, sont de plus en plus transformés à l'extérieur. On ne transforme plus les bœufs, on n'a quasiment plus d'abattoirs. Enfin, je pourrais lier ça. Et donc, en fait, là, un abattoir, ce n'est pas de l'agriculture. C'est un maillon de la chaîne industrielle. Et donc, encore une fois, cette crise est liée à la désindustrialisation, ce qui montre bien que là où il y avait un mythe de désindustrialisation, le mur de la réalité, c'est que toutes les crises de ce septennat sont liées à la désindustrialisation. Merci. Olivier Redoulès, c'est quelque chose que vous mesurez à travers vos études. Vous avez peut-être même une étude qui va sortir que vous pourriez annoncer pour les... En fait, elle vient de sortir hier, effectivement. Alors, Rexecode, vous nous avez comparé à l'INSEE. En fait, nous n'oserons pas, nous prétendons pas du tout changer l'INSEE, loin de là. Nous en sommes au contraire de très grands utilisateurs et admirateurs de ceux qui produisent. Peut-être pour revenir sur votre questionnement, c'est-à-dire... une allusion à Raymond Barre qui avait dit à l'INSEE, c'est très bien, mais c'est bien qu'il y ait aussi un institut privé, voilà, que ce soit mixte. Effectivement, de ce point de vue-là. Mais les temps ont changé. L'INSEE aussi s'est musclé. Pour revenir sur votre question, c'est-à-dire réindustrialisation, mythe ou réalité, moi je répondrai par un troisième mot qui est défi. Effectivement, nous avons sorti il y a pas plus tard qu'hier notre rapport annuel sur la compétitivité. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà, alors, pour compléter le diagnostic qu'ont fait mes deux collègues, la désindustrialisation, c'est d'abord l'attrition de la base industrielle française au niveau européen. Ça se mesure quoi ? Ça se mesure en part de la France des exportations européennes, en part de la France dans l'emploi industriel européen, en part de la France de la valeur ajoutée industrielle européenne. Et donc on a tout un tas d'indicateurs qui, sur longue période, 20 ans, 30 ans, montrent que la France a une forme d'attrition. Le consensus en faveur de l'industrie, il date déjà d'une petite dizaine d'années. Il a pris forme, il s'est musclé, c'est le rapport gallois, c'est le pacte de responsabilité, ce sont les baisses d'impôts de production. Et effectivement, on a fait beaucoup d'efforts financiers, aussi politiques, en termes de réformes. Est-ce qu'on voit la réindustrialisation ? On voit plutôt une stabilisation. On ne voit pas encore de rebond. Et c'est pour ça que c'est un vrai défi, parce que cette fenêtre de consensus favorable à l'industrie, on voit bien que pour tout un tas de raisons, elle risque en tout cas de se fermer. On prend les intentions d'investissement à l'étranger, on a des signes qui sont plus modérés que dans les années précédentes, et on n'a pas encore complètement amorcé une trajectoire de rebond. On a stoppé l'hémorragie, mais pour se redresser, il faut encore sans doute faire beaucoup d'efforts. Monsieur Berthe-Rottière, qu'est-ce que ça vous inspire, cette première partie d'échange ? Alors, effectivement, la réindustrialisation, on en parle depuis plus longtemps que la souveraineté. Et c'est une préoccupation qui remonte à la fermeture de nombreuses usines. On a pris conscience il y a une dizaine d'années qu'il fallait réagir. Et il y a un début de remontée, puisqu'il y a 100 000 emplois industriels de plus. C'est très peu par rapport au nombre d'emplois en France. On parle de 0,4% des emplois. Il y a 100 usines en plus, c'est aussi très peu. Mais il y a le début d'une remontée. Maintenant, est-ce que c'est un début ou est-ce que c'est un petit sursaut avant dans une continuité d'une descente ? Et force est de constater que les impôts de production
qui ont été réduits, mais pas suffisamment. Ils sont encore toujours extrêmement élevés. Et par exemple, par rapport à l'Allemagne, ils sont de l'ordre de 4 fois plus élevés en France qu'en Allemagne. Le coût du travail en France, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il pèse énormément sur les entreprises et les salariés ont le sentiment d'être très mal payés. Donc tout le monde est très mécontent sur ce sujet-là. C'est évidemment le poids des charges sociales qui est considérable en France, mais qui est extrêmement frustrant pour tout le monde et qui empêche un dialogue social positif, puisque on ne sait pas comment résoudre ce problème entre partenaires sociaux. Voilà. Et puis, il y a un autre indicateur qui, lui, est catastrophique, c'est que le déficit commercial hors énergie continue à se dégrader. Et donc, nous ne gagnons pas de part de marché, malgré ces quelques usines de plus, malgré ces emplois industriels de plus. Donc, il y a des efforts considérables. J'en suis l'entreprise que je dirige, j'en ai le bénéficiaire. Par exemple, sur le plan hydrogène, il y a les plans sectoriels. Mais si on veut vraiment réindustrialiser massivement, il faut pouvoir s'attaquer à ces sujets-là, à ces 3 sujets-là, et je dirais en particulier à l'attractivité des métiers industriels. Alors, l'attractivité des métiers industriels, c'est des beaux métiers, mais il faut qu'on puisse y trouver son intérêt, c'est-à-dire qu'il puisse gagner plus dans ces métiers-là. Donc, c'est un véritable sujet de revenus, de temps de travail aussi, parce que le temps de travail en France est toujours un problème, même si c'est complètement tabou. On parle des impôts de production, on parle des salaires, mais le temps de travail est un sujet dont on ne parle pas, qui n'est pas sur la place publique, et donc on ne voit pas comment les choses peuvent bouger si on ne parle pas de ça. Donc il faut pouvoir avancer. Et si on veut vraiment avancer sur ces sujets-là, il faut pouvoir attaquer l'ensemble de ces sujets, parce que en fait le sujet est un peu bloqué aujourd'hui. Si vous faites quelque chose pour la réindustrialisation, rapidement vous allez avoir des industriels qui vous disent bah, écoutez, c'est très bien, mais j'arrive pas à embaucher. Et c'est le cas de tous les industriels, d'ailleurs, ça a été dit. Et c'est vrai un peu partout en France. Donc il y a vraiment un certain nombre de curseurs qu'il faut pouvoir bouger, peut-être sur le chômage, peut-être sur les rémunérations, de façon à pouvoir orienter beaucoup plus de personnes vers les métiers industriels, qui pour moi d'ailleurs sont des métiers passionnants, qui sont des métiers qui après quelques années peuvent beaucoup plus rémunérer, qui sont des métiers qui forment. Voilà. Donc il y a un gros travail. Je suis tombé l'autre jour sur un magazine, une newsletter, disons, qui s'appelle Matières Premières et qui montre tous les métiers modernes et d'avenir dans le monde industriel. Merci. Et je trouve que ça devrait être diffusé plus largement, même dans les lycées, parce qu'on voit que voilà, il y a toujours cette image de l'industrie pour beaucoup de jeunes. Et ça m'a frappé je fais de la publicité, mais voilà, Matières Premières. Monsieur Haddad, vous avez publié une tribune sur le travail, où en substance vous disiez on travaille moins en France. Bon. Et on peut faire le lien entre le travail et toutes ces questions. Il n'y a pas la souveraineté ou l'industrialisation en soi, c'est par rapport aux impôts, aux taxes, par rapport au temps de travail. Si vous voulez intervenir là-dessus. Alors pourquoi j'ai fait cette tribune il y a quelques mois ? Parce qu'il y a une étude européenne qui est sortie, qui fait référence en la matière sur les temps de travail. Et j'en avais marre que dans les colloques, pas comme ici hein, évidemment, dans d'autres colloques où les gens ne sont pas aussi brillants, la grande tendance ce soit de dire c'est fini le temps de travail, après le Covid les gens n'auront plus envie de bosser. Moi je ne crois pas du tout à ça. Je crois simplement que ce qui se passe, c'est qu'on s'est tous mis dans un mythe qu'on allait travailler moins et qu'on allait être plus productif, alors que la réalité européenne, je parle au niveau européen, c'est qu'on est encore en train de décrocher en termes de temps de travail par rapport aux autres. Donc c'est ce qui sortait de cette étude européenne qui montrait bien qu'on était encore parmi les pays qui travaillent, je crois qu'on est avant-dernier en Europe en temps de travail. Mais pour la première fois, ce qui me choquait beaucoup, c'est qu'on perdait de la productivité. Tous les économistes, même les économistes keynésiens, donc vous voyez, ce n'est pas des marxistes, hein, disaient « Oui, c'est vrai, on travaille moins, mais notre temps de travail est plus productif. » Or, en réalité, on voit bien dans cette étude que pour la première fois, notre productivité décroît. On a perdu 3% en un an sur le temps de travail. Donc, contrairement à toutes les idées reçues qui consistent à dire « Ah, mais faut travailler moins, parce que si vous proposez 32 heures ou la semaine des 4 jours à vos salariés, vous allez voir, ils vont revenir. »
Moi, ma conviction, c'est que c'est l'exact opposé qu'il faut amener. Alors après, ça ne veut pas dire que les gens veulent travailler de la même façon. Et pour reprendre un slogan de quelqu'un que cette ville a bien connu, je pense que si vous ressortiez le travailler plus pour gagner plus aujourd'hui, ce ne serait pas exactement dans la doctrine économique. En revanche, le fait de dire que le temps de travail, il y a des choses qui sont incompressibles, je pense que c'est extrêmement important. Dans l'industrie, il y a des choses qui ne sont pas télétravaillables et dans lesquelles on ne peut pas passer à 32 heures. Et tant qu'on ne dira pas ça aussi dans le débat public, plutôt que d'avoir que des gens qui vantent le droit à la paresse, ben je pense qu'on ne s'en sortira pas. Je suis tombé sur un article au Japon, il y a une expérience dans l'industrie, de télétravail dans l'industrie. Alors c'est le chef d'équipe qui, à distance, grâce à la robotisation, peuvent travailler de chez eux par rapport à une usine. J'ai trouvé ça très intéressant. Si on a massivement robotisé, oui. Sauf qu'on est très en retard sur la robotisation aussi en France. Encore un autre sujet. Hein. Alexandre ? Oui, je crois qu'il faut réfléchir collectivement sur les causes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? C'est-à-dire qu'on l'a déjà un peu évoqué, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que nous avons tous collectivement péché en France et en Europe depuis tant et tant d'années. Et ce qui explique qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés là et que nous sommes contraints à faire ce constat de nécessaire réindustrialisation et qu'on pointe vraiment le côté indépendance étatique pour précisément contrecarrer l'émergence d'autres puissances internationales comme la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, qui eux ont fait des choix différents d'année en année. Je crois qu'il faut d'abord s'accorder sur le diagnostic. Et le diagnostic consiste à dire que dans les années 80-90, eh bien, l'Europe a fait des choix. Nous avions une suppression des droits de douane, mais avec une absence d'homogénéisation fiscale, sociale, qui a fait qu'en réalité, nous avons eu à l'époque un dumping social, fiscal, salarial, qui a poussé nos salariés français, entre autres, vers d'autres pays qui avaient justement une main-d'œuvre bon marché. Et donc, je crois qu'il faut vraiment faire de la pédagogie sur les causes de cette problématique de désindustrialisation. Au niveau européen, c'est pareil, parce que vous, sous un tropisme juridique, puisque à mes heures perdues, je suis aussi avocat, le droit de la concurrence, typiquement, ça a été un vrai frein. Alors, même si les choses ont évolué, on voit bien que l'échec d'un certain nombre de fusions, en fusion-acquisition, Alstom, Siemens, il y a quelques années, sous prétexte que le sacro-saint droit de la concurrence pure et parfaite nous empêchait de créer des mastodontes industriels européens par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, qui, eux, ne se gênaient pas précisément pour subventionner leurs industries nationales par des aides publiques en Chine ou en mettant en place un protectionnisme intelligent aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, nous en payons le prix. Donc je crois qu'il faut aussi, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais peut-être repartir aussi de la base, précisément pour s'accorder sur les causes de cette désindustrialisation et pour maintenant y apporter des solutions. Je crois que l'Europe a un vrai rôle à jouer dans son autonomie stratégique, mais à travers un droit de la concurrence qui doit être, même si les choses ont un peu évolué depuis le Covid, mais avec notamment Thierry Breton qui a fortement, qui a fait en sorte d'amincir, si je puis dire, un peu les règles et de les rendre un peu moins contraignantes pour nos industries. Mais néanmoins, voilà, je crois qu'il faut vraiment le droit de la concurrence européen. Typiquement, je pose le débat. Je mets le débat dans la place publique parce que on l'a vu historiquement et c'est encore le cas. Cette une certaine forme de technocratie européenne, le droit évidemment, et c'est pas l'avocat qui va dire le contraire, il est nécessaire pour réguler les rapports sociaux, mais la régulation ne doit pas se faire au détriment de l'innovation. Et je crois que nous avons péché collectivement sur ce point, ce qui nous empêche aujourd'hui, même si les choses évoluent, mais ce qui nous empêche d'avoir des champions industriels. Mais encore une fois, je ne suis pas pessimiste, tout reste à faire. Je crois que c'est important de s'accorder. Et vous, Olivier Rodoulès ? Oui, peut-être je pourrais revenir sur la question du temps de travail. Avec Cecode, nous publions une étude aussi sur ce sujet-là où nous examinons précisément la durée de travail. Alors, effectivement, pour replacer les choses un peu plus d'en haut, la production de richesse de l'économie, c'est de la productivité et de la quantité de travail.
Donc la productivité, ça obéit à pas mal de déterminants, type la structure productive, l'innovation, les qualifications, mais la quantité de travail, c'est quelque chose de beaucoup plus quantitatif. Et la France se distingue par une quantité de travail globale plus faible que les autres pays. Donc c'est là aussi où on a notre déficit extérieur, notre déficit public, notre niveau de vie qui est plus bas que ceux des États-Unis ou ceux de l'Allemagne. C'est aussi une affaire de quantité de travail. Et sur ça, il y a le sujet des heures travaillées par personne, qui est l'un des plus bas en Europe, le deuxième pour les salariés à temps complet. Il y a aussi le fait que, quand on regarde la quantité de travail, on a un taux d'emploi qui est faible, c'est-à-dire que les gens qui travaillent moins. Bon, je parle des salariés à temps complet. Pour les indépendants, les indépendants travaillent en général plus qu'ailleurs. Mais après, on a peu de gens qui travaillent. On a un taux d'emploi de l'ordre de 68%. On est 9-10 points en dessous de l'Allemagne. C'est l'équivalent, si on met ça en points de PIB, autour de 15 points de PIB, si on avait la productivité constante. Donc, c'est vraiment considérable l'enjeu de la quantité globale de travail. Alors, on a réglé le taux d'emploi des seniors, ou en tout cas on est en vouloir de le régler avec le sujet des retraites, mais il n'y a pas que les seniors, il y a aussi les 1,3 million de jeunes qui sont sans emploi, sans études, ce qu'on appelle les NEET, et qui ensuite vont se retrouver durablement, pour une partie d'entre eux, dans le rang des chômeurs, des inactifs, sur toute la population active. Donc il y a un travail à faire en termes de mobilisation du facteur travail. Sur les questions de concurrence, je ne suis pas du tout expert du droit de la concurrence. Je pense que si on regarde j'ai souvenir qu'au moment de la fusion Alstom-Siemens, il y avait quand même la question des prix pour les utilisateurs, notamment les entreprises de transport ou autres qui auraient été confrontées peut-être à des prix plus élevés. Et c'est toujours un équilibre difficile dans ce genre de questions de savoir... Est-ce qu'on prend le risque d'avoir des concurrents étrangers ou de faire payer des prix trop chers aux utilisateurs français qui sont en fait chacun un maillon de la chaîne de la production économique. Cela étant, le sujet de la désindustrialisation, il est surtout et d'abord un sujet français, avant d'être un sujet européen. Il est depuis très récemment un sujet européen. Mais jusqu'en 2018-2019, la France était encore... L'Europe, la zone euro, était encore le champion industriel du monde. Ce n'est plus le cas parce que la Chine a considérablement rattrapé son retard, a multiplié son excédent commercial par 2 ou 3. Et donc là, on a vraiment un sujet, mais il ne faut pas... je pense qu'il y a une partie des sujets qui vont se régler au niveau européen, mais nous-mêmes, on a un travail à faire au niveau français pour être compétitifs. Si on remonte dans le temps, les autres pays européens, ils ont fait face... aux crises pétrolières, ils ont fait face à l'arrivée d'automobiles asiatiques, ils ont fait face aux textiles chinois, ils ont maintenu plus d'industrie que nous. Donc nous, on a aussi ce travail-là à faire. Est-ce que parmi vous, je m'adresse au public, aux spectateurs, voilà madame, voilà tout de suite. Alors une question, je peux m'approcher, hein. Je suis resté assis un long moment. Alors une question, attention. Hein. Je voudrais savoir, vous avez dit que la France a perdu en termes d'industrie. Quelles sont les industries qu'on a fermées qui ont fait qu'on a passé de leader mondial au niveau de la Grèce? Merci, c'est précis. Oui, c'est précis. D'abord, le type d'industrie, et puis après, la raison que nous, on a identifiée. Le type d'industrie, principalement, qui a été remise en cause, c'est des industries qui sont paradoxalement celles qui ont été les plus utiles dans le cadre de la révolution des usages. Je vous donne un exemple tout bête. Alcatel, on ne produit plus de téléphone en France. Non mais la production de téléphonie, de choses qui sont produites en France. Deuxièmement, ce qu'on ne produit plus en France aussi, évidemment, c'est tout ce qui est parti évidemment sur le continent asiatique dont vous parliez, mais qui n'a plus aucune, valeur ajoutée sans qu'il y ait de volume. Évidemment, le textile, mais ça, c'était très ancien. Les machines-outils, tout a été aspiré quasiment par l'Allemagne. Donc, si on avait encore quelques spécificités sur un certain nombre de machines-outils. Et enfin, dernier point, ce qui a beaucoup baissé et ce qui n'a pas été rattrapé, c'est le virage de la logistique. Vous regardez toutes les entreprises qui sont liées à la logistique, elles ont surtout
basculer vers tout ce qui est Belgique, Pays-Bas, etc., notamment en raison du manque de compétitivité de nos ports, pour aller plutôt vers la Belgique, pour tout ce qui est de l'ordre d'Amazon, etc. Donc en fait, toute cette industrie qui est aussi de l'industrie de la distribution, ça a disparu. Ça, c'est les typologies. Maintenant, parce qu'il faut quand même donner un peu d'optimisme dans tout ça. Il y a un avantage comparatif dont on a certainement parlé dans le reste de la journée, qu'on avait failli totalement écraser, qu'on est en train de remettre en route, c'est l'énergie. Si on a un seul avantage compétitif dans notre pays qui nous permet de réindustrialiser, c'est bien l'énergie. C'est parce qu'on avait une énergie qui était peu chère, avec le nucléaire, qu'on arrivait à garder la tête au-dessus de l'eau. On a failli couler, objectivement. On a tous failli collectivement couler par le fait de dire qu'on passe de 75 à 50 dans le mix du nucléaire dans l'énergie. On a failli couler. Aujourd'hui, nous pourrions être les rois, sans faire de mauvais jeu de mots, du pétrole, parce que nous pourrions produire matériellement beaucoup d'énergie que nous exporterions. Donc ça, c'est le type d'industrie sur lequel non seulement c'est une industrie directe, donc on peut vendre directement, et c'est une industrie indirecte dans laquelle on gagne de la compétitivité, parce qu'on ne gagne pas la compétitivité par rapport à l'Allemagne sur le coût du travail, vous l'avez très justement dit, et on ne gagne pas la compétitivité par rapport à l'Allemagne sur le positionnement haut de gamme des machines-outils qu'ils ont. Donc le cœur des choses que nous, on peut travailler, c'est énergie, et peut-être un petit peu à la marge, effectivement, en fait, encore faire des réformes, je pense, sur le marché du travail. Voilà. Parce qu'il faut quand même dire des choses un peu positives aussi. Parfait, merci beaucoup. Monsieur, vous voulez intervenir? Je vous laisse vous présenter, après madame. Oui, dans toutes les raisons que vous évoquez pour la désindustrialisation, il y en a une que vous oubliez, ce sont la responsabilité de nos dirigeants. Et vous avez cité Alcatel, c'est un très bon exemple, puisqu'Alcatel, vous aviez Serge Tchuruk, qui lui-même prônait une société sans usine. Alors là, je voudrais quand même qu'on arrête un petit peu les dégâts, parce que des dégâts, on en a connu énormément. Vous aviez des groupes comme Thomson, CSN, je voulais pas citer le nom, mais j'y pensais fortement. Qui a vendu toute son imagerie médicale à General Electric. Nous étions les premiers dans ce domaine. Donc, il faut arrêter de... Je pense que nous avons notre élite, et ça, je suis très dur là-dessus, qui est responsable de cette désindustrialisation. Et le cas d'Alcatel est patent. Moi, je me souviendrai toujours de Serge Tchuruk allant aux États-Unis, parlant à CNN, prônant la désindustrialisation et prônant finalement des sociétés sans usine. Merci, monsieur. Madame, je vous laisse vous présenter. Je suis Rachel Kaplan. J'ai une entreprise en France depuis 20 ans. Et vous êtes américaine, je crois, on s'est croisés. Oui. Vous êtes américaine de New York. Oui, je suis américaine de New York, alors j'ai une double culture. Et la chose qui me frappe en tout ça, depuis que je suis en France, c'est qu'il y a un rapport au travail et à l'argent qui est malsain. Et dans les écoles et après, ce n'est pas une valeur ajoutée de gagner de l'argent, d'inventer des choses, de créer des choses, sauf peut-être dans le luxe et la mode. Et encore, Arnaud, quand il voulait donner 100 millions d'euros au Resto du Cœur, on lui a tapé dessus. Il est sponsor des Jeux Olympiques, on le crache dans la soupe. Vous ne pensez pas qu'il faut, avec vos think tanks, changer un peu les mentalités, surtout les gens qui rentrent sur le marché du travail? Moi, j'ai aussi eu des gens dans mon bureau, des Français, des Françaises. Le travail, pas d'intérêt. Et c'était quand même dans un métier agréable, l'événementiel, tourisme culturel. J'avais un mur de livres sur la France et sur l'Europe. Il y a seulement une personne dans les 20 ans qui a pris un livre qu'il voulait lire. Elle était de l'Écosse, pas de la France. Et j'ai embauché des gens qui ne savaient même pas que Paris avait 20 arrondissements et c'était bac plus 5. Et je leur ai envoyé à l'Office de tourisme pour prendre une carte. Je voudrais savoir, est-ce que les think tanks ici et ailleurs encouragent et vont changer les idées sur le travail, sur l'emploi? Deuxième question. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces personnes qui ont été virées à 48 ans et qui doivent cotiser jusqu'à 60 ans, 62 ans, 64 ans et qui veulent travailler et qui ne trouvent pas du travail? C'est mes deux questions. Alexandre, sur
la jeunesse, sur le premier sujet. Oui, vous avez forcément tout à fait Orion. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous savez, on est dans une conception française qui est très différente de la conception anglo-américaine, avec un triomphe de l'égalité qui aujourd'hui tend vers un certain égalitarisme et il faut dire les choses, vers un nivellement par le bas, où le sens de l'effort, où le travail, la valeur travail, très à la mode aussi, tend à s'effriter de plus en plus. Alors, vous avez des philosophes comme Tocqueville qui l'a très bien dit, comme vous avez Hume, tous ces philosophes libéraux qui, avec cette éthique protestante notamment, et philosophiquement, je pense que c'est important de le rappeler parce que vous avez tout à fait raison, dans l'imaginaire collectif, historiquement et philosophiquement, la France est un pays qui n'a jamais été... On est des révolutionnaires, on a coupé la tête du roi, et je crois que historiquement, ça s'explique par notre histoire et par cet héritage. Alors après, et vous avez raison, monsieur, c'est vrai que nous payons aussi un certain nombre de décisions politiques qui ont été prises dans les dernières décennies, les 35 heures par exemple, même si un certain nombre de débats sur la productivité qui ont été évoqués tout à l'heure ont été mis sur la table. Mais néanmoins, voilà, on paie aujourd'hui le prix d'un certain nombre de politiques publiques qui désincitaient à l'effort et qui aujourd'hui... On le voit bien. Et puis j'ajoute que, et là je représente peut-être aussi une jeune génération, c'est vrai que depuis le Covid, alors et ça n'est pas un jugement de valeur, je crois que même que c'est positif, mais on a une vraie réflexion sur le sens aussi du travail. On voit très bien que moi j'étais à l'initiative du manifeste du monde d'après-Covid, c'est-à-dire que dans mes 2 écoles, j'avais mis 400 personnes autour d'une table précisément pour réfléchir aux causes de la crise Covid, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, et sur ce qu'on pouvait en tirer d'un point de vue philosophique, d'un point de vue économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, il y a encore quelques années, les meilleurs d'une génération, moi j'ai fait une école de commerce, après HEC, tout le monde voulait faire du M&A, avocat d'affaires, banquier d'affaires, consultant en stratégie. Aujourd'hui, je crois que les meilleurs d'une génération créent leur start-up et veulent de l'impact, veulent du sens, veulent mettre du sens derrière la valeur travail. Donc je crois que les mentalités évoluent. Mais vous avez raison, et nous ce qu'on prône et ce qu'on défend, c'est bien évidemment le goût de l'effort et le nivellement par le haut. Parce que je crois qu'aujourd'hui, au regard de l'actualité brûlante et au regard des enjeux qui nous font face, on ne peut pas se permettre justement de cet attentisme et ce nivellement par le bas. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur le constat, mais je reste optimiste sur la suite. Merci. Yoda Sadad. Alors, bien sûr que je vais aller dans votre sens, mais je vais même mettre un cran plus haut. Il y a une statistique, un sondage qui est sorti récemment et qui m'a glacé le sang. On parle beaucoup ces derniers temps de l'immigration, ok ? On ne parle pas assez de l'émigration. Dans ce sondage, il était dit clairement que les 18-34 ans, tenez-vous bien, un jeune sur 2 a envie et envisage de partir travailler ailleurs que la France. Pourquoi ? Parce que cette divergence de motivation, d'énergie, de capacité à entreprendre. Avant, peut-être que c'était uniquement le monde anglo-saxon, mais aujourd'hui, c'est quasiment l'intégralité du monde. Vous regardez l'énergie que vont chercher un certain nombre de jeunes dans les pays du Golfe, vous regardez ce qui se passe, par exemple, même récemment en Arabie Saoudite, le développement fulgurant de ces zones-là fait qu'en fait, l'axe du monde est en train de pivoter et que cette concurrence d'optimisme, parce qu'en fait, l'économie, ça reste de l'optimisme, ça reste du wishful thinking, pour le dire en mauvais français. En fait, maintenant, elle est mondiale. Il n'y a plus que le monde anglo-saxon qui est ambitieux. Ils sont tous ambitieux, ils ont tous envie de réussir. Et c'est pour ça que j'ai fait cette tribune. C'est parce qu'il ne faut pas croire qu'en fait, le monde entier est en train de dire « oui, mais il faut moins travailler, le droit à la paresse... » Non, le monde entier, au contraire, ils sont très ambitieux, ils ont envie de beaucoup plus réussir. Donc en fait, cette concurrence, elle est encore plus accrue que ce que vous disiez par le passé. Simplement, c'est vrai que ce que tu dis est très juste, dans le sens où la nouvelle génération qui arrive, elle n'est pas comme ça, elle a des formes de complexes qui sont en train de sauter, notamment dans sa tête. Vous accompagnez des gens aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'ils voient des documentaires, etc. Ils sont extrêmement ambitieux. Alors, ils ne sont pas ambitieux de la même façon que leurs aînés. Ils ne se disent pas, je vais rentrer dans une boîte, après je vais devenir cadre, après je vais devenir super cadre, et après je deviendrai... Mais ils font des choses.
et ils bougent et ils sont assez innovants. Et c'est pour ça que je me dis que dans cette concurrence mondiale de l'optimisme, on peut avoir notre part. Parce que finalement, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui fera fondamentalement la différence? C'est l'énergie, c'est la capacité à être motivé. Et la génération, moi, que je vois là, en dessous de 30 ans, ils sont parfois assez réticents au travail traditionnel, mais quand vous leur dites qu'ils veulent entreprendre, ils ont vraiment faim et ça fait du bien. Donc gardez ce petit côté américain en vous pour garder un peu d'espoir pour la France aussi. Merci. Et gardez cet esprit aussi de... J'aime bien l'idée de la mouche du coche, empêcheur de penser en rond, que vous avez, vous, les think tanks. Et là, je m'adresse à tous les think tanks. Philippe Berthe-Rottière, on se rapproche de la fin, malheureusement. Oui, juste un petit mot quand même parce que réduire les charges sociales, augmenter le temps de travail, c'est assez compliqué, surtout quand le sujet est tabou, ce qu'il est. Mais même remonter le niveau d'éducation dont vous parliez, parce que à la base de la baisse de la productivité, il y a quand même le niveau d'éducation. Et on a d'excellents ingénieurs, mais globalement, le niveau d'éducation, comme ça l'est montré par les études internationales, ne progresse pas. Mais simplement, je vais vous parler d'une expérience personnelle, parce qu'il y a des choses quand même très concrètes à faire. Au carrefour des politiques publiques. Il se trouve que je préside la filière des industriels de la mer, donc c'est un dialogue entre les industriels de la mer et l'État pour mettre en place un certain nombre de politiques publiques. Ça marche assez bien, l'État met de l'argent en parfaite concertation avec les industriels pour essayer de développer cette industrie. Et puis, à un moment, l'État ou ces organismes dans la périphérie de l'État a besoin d'un bateau. Alors, il lance un appel d'offres, et puis finalement, le gagnant, ça va être un chantier, par exemple turc. Alors, on regarde ça, et puis on voit que finalement, ce bateau, il coûte 50 millions, et que l'écart de prix, c'est peut-être de 500 000 euros. 500 000 euros, c'est 1% du prix du navire, ça paraît ridicule, alors même que les 50 millions d'euros auraient pu être versés sur un territoire français, et auraient pu faire complètement sens avec les efforts considérables que l'État met en place pour réindustrialiser. Et donc on se tourne vers l'État et vers l'organisme public qui a fait ça. On leur demande, mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Et il dit, voilà, on a obéi au code des marchés, on a respecté le code des marchés publics. Voilà, tout est dit, tout est dit. Vous avez une personne, un responsable d'un haut fonctionnaire très respectable, qui n'a pris aucun risque, qui n'est pas allé d'ailleurs au bout du code des marchés publics, et qui s'est complètement détourné d'un achat qui aurait pu avoir beaucoup de sens pour tous les efforts que l'État met en place par ailleurs. Et donc, bon, il y a une schizophrénie au niveau de l'État qu'il faut pouvoir traiter pour avoir des actions concrètes relativement rapidement. Et sinon, on va continuer à verser de l'eau dans le sable. De l'eau dans le sable, et puis aussi de l'encre pour alerter les tribunes, et puis des coups de téléphone, je ne sais pas, peut-être tous vous unir, les think tanks, pour faire bouger le mammouth, le côté kafkaïen, en dehors même des questions politiques, d'étiquette politique, même si, franchement, on a l'impression que parfois, c'est dur. Hein, depuis ce matin, ce que j'entends, il y a plein d'idées extraordinaires, des innovations, et puis ça bloque, ça freine, ça décourage, et ça rend fou. Je pense aux agriculteurs qui sont en ce moment en train tout ce qui arrive, des normes, des choses incroyables. Voilà, il est temps vraiment de faire quelque chose collectivement. Vous voulez conclure, Monsieur Haddad? On ne peut pas conclure sur un tel sujet, mais le mot de la fin? Si vous le souhaitez, juste une chose, c'est que on mène, je ne vais pas reprendre le « nous sommes en guerre » parce que ce n'est pas du tout le cas, mais on mène une véritable course contre la montre sur la désindustrialisation. Dans cette course contre la montre, puisque c'est une guerre, le nerf de la guerre, c'est le financement. Ce qui manque pour moi encore aujourd'hui, qu'on n'a pas évoqué, et peut-être une guise de conclusion pour évoquer cela, c'est que fondamentalement, on manque de capital dans l'industrie. C'est-à-dire que cette capacité que les fonds d'investissement puissent prendre le risque d'aller sur des investissements qui, évidemment, sont moins rentables que des sujets extrêmement financiers et tertiarisés, ça manque. Et ce n'est pas un appel au don du tout, ne le voyez pas du tout comme ça, mais parce que j'ai fait une autre tribune dans ce sens-là avec un certain nombre de think tanks qui sont là.
il faut aussi que les think tanks se mobilisent. Et donc, pour se mobiliser, il faut qu'ils collectent un petit peu de sous. Et je le dis en général pour les gens qui réfléchissent, il ne faut pas hésiter à développer aussi notre propre financement. Parce qu'en fait, si on parle des États-Unis, les think tanks aux États-Unis, ils sont 100 fois plus dotés. Et ils vont chercher des sous, ils ont cette porosité avec le monde économique. Et si on veut pouvoir influencer le débat public, il faut aussi qu'on ait les moyens de notre ambition. Donc à la fois les fonds d'investissement pour mettre de l'argent à l'intérieur de cette industrie qui est pour moi le nerf de la guerre, et aussi les think tanks se réarmer pour faire en sorte qu'on puisse peser sur le débat public comme vous le faites très bien aujourd'hui. Et tout simplement adhérer. Alors, je vous incite et je vous invite à aller à l'espace Agora, si vous voulez, ou même ici, échanger avec les intervenants, puisqu'on s'est limité à 2 questions franco-américaines. Et voilà. Et merci messieurs. Et à bientôt.